Bonjour, bienvenue dans Parenthèse au barreau, le podcast qui explore les coulisses humaines du métier d'avocat et des dossiers judiciaires. Je suis Barbara Para, psychologue spécialisée en expertise psychologique. Dans ce podcast, je reçois des avocats pour parler de leur métier, des situations humaines qu'ils rencontrent dans leurs dossiers et de ce qui se joue, parfois de manière invisible, dans les conflits qui arrivent devant la justice. Ensemble, nous croisons les regards du droit, de la psychologie, pour mieux comprendre les réalités humaines qui arrivent devant les tribunaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Yann Maël Larère, avocat en droit du travail et du numérique, très engagé sur les transformations du monde professionnel. Il est également très suivi sur LinkedIn, où il partage ses analyses sur le travail, ses mutations et sur ses dérives. Il vient de publier un roman, La véritable histoire de Josiane Pichet, paru ce 19 mars 2026 aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Ce roman explore un sujet particulièrement fort, la solitude au travail, l'effacement progressif d'une salariée et les mécanismes invisibles qui peuvent faire basculer une trajectoire professionnelle. Avec Maître Larère, nous allons parler de ces situations où, sans bruit, une personne peut progressivement perdre sa place, sa visibilité et parfois même son identité professionnelle. Pourquoi certaines personnes s'effacent-elles sans que personne ne semble vraiment le voir? Avant de commencer cet échange, peut-être quelques mots pour expliquer ce que l'on appelle l'effacement au travail du point de vue psychologique. Dans certaines situations professionnelles, il ne s'agit pas de conflits ouverts ou invisibles. Il peut s'agir au contraire d'un processus plus discret, plus progressif. Une personne qui est moins sollicitée, une personne moins intégrée, moins reconnue. Ses missions évoluent, sa place devient floue, jusqu'à ce qu'elle ait le sentiment de ne plus exister dans son environnement de travail. Ce phénomène peut être rapproché de ce que l'on observe dans certaines situations de placardisation, de mise à l'écart ou de désengagement organisationnel. Avec le temps, cela peut entraîner une perte de confiance, un sentiment d'inutilité, une atteinte à l'identité professionnelle, voire même un risque suicidaire. Et c'est précisément ce caractère silencieux et progressif qui rend ces situations difficiles à identifier et à faire reconnaître. Yann Maël, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de solitude au travail quand on disparaît sans bruit. Est-ce que vous voulez bien d'abord vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis Yann Maël Larère, avocat au barreau de Paris depuis 2020 et je travaille essentiellement sur des sujets liés au droit du travail et un droit du numérique avec des enjeux liés à la e-réputation et j'accompagne essentiellement des particuliers, des cadres, des managers. Vous êtes très engagé d'une manière générale, mais aussi sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux transformations du monde du travail? Ben, en fait, je me suis intéressé aux transformations du monde du travail par le biais tout d'abord de la transformation, alors j'aime pas le mot digital, mais je dirais plutôt numérique, parce que finalement le digital, ça sous-entend plutôt des évolutions technologiques, et moi je pense que les évolutions technologiques, elles poussent surtout à des évolutions des comportements. Et donc c'est là où je préfère, à titre personnel, le numérique qui englobe peut-être un peu plus cette notion de changement, d'évolution des pratiques, des mœurs. Et on le voit énormément dans le travail. S'il y a, par exemple, de plus en plus de burn-out, c'est pas parce que les gens sont plus maltraités qu'avant, mais c'est parce qu'en fait, la nature du travail a évolué. C'est pas pareil quand on mobilise son cerveau toute la journée ou quand on mobilise ses bras toute la journée dans un champ. Évidemment, du coup, les accidents, les risques, ne sont plus les mêmes. Et donc, il faudrait essentiellement mieux prendre en compte ces évolutions globales. Et j'ai, j'ai, j'ai travaillé notamment avec un syndicat il y a quelques années sur le télétravail. Là aussi, il y a énormément de changements, notamment dans la pratique du management. Manager à distance, c'est pas impossible, mais c'est différent du management en présentiel. C'est clair. Oui.
Au-delà de ça, vous venez de publier un roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer par la fiction pour aborder ces questions? Eh bien, c'est assez drôle, mais je voulais raconter, moi, l'histoire de mes clients, de mes clientes que j'ai accompagnés sur des situations assez difficiles parce que finalement, il y a une certaine récurrence et je vois qu'il y a aussi une sorte de tabou dans les médias, à la télévision, on parle très très peu des gens qui sont victimes de harcèlement, mais aussi les gens qui sont parfois victimes d'accusations de harcèlement. C'est quelque chose que je vois aussi assez souvent. Et en fait, c'est des situations qui n'existent pas dans la vie médiatique. Et pour intéresser les gens, je me suis dit que plutôt que de faire un article de doctrine ou une revue de jurisprudence, parce que de la jurisprudence, il y en a beaucoup sur ces sujets, pour intéresser le grand public, il faut un objet qui intéresse le grand public. Et finalement, un roman, une fiction, c'est ce qui passionne le plus. Oui, c'est très bien vu. Dans votre pratique, si on parle un petit peu du terrain, comment se manifestent ces situations d'isolement ou d'effacement au travail? Eh bien, c'est assez progressif et c'est souvent malheureusement invisible jusqu'à ce que ce soit trop tard, au moment finalement où le lien se brise. Par exemple, un salarié qui revient d'expatriation, qui retrouve pas le poste qu'il avait quitté en partant, et petit à petit qui va être dans un placard doré. Et donc au début, il va prendre son mal en patience, et puis il y a un moment donné où finalement, il va se sentir inutile. C'est un exemple parmi d'autres. Ça peut être aussi une femme au sein d'un collectif d'hommes qui au début trouvent leurs blagues un peu, un peu légères. On va dire les choses comme ça, et puis au fur et à mesure du temps, va se mettre en retrait parce que ça lui devient insupportable et quelque chose qu'elle peut tolérer un petit peu sur la durée, bah, ça va prendre trop d'ampleur pour elle et c'est elle qui va finir, elle va se mettre elle-même de côté et elle va finir mal de toutes les façons. Oui, un peu désaligné. D'après votre expérience, à quel moment est-ce que l'on peut comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'un malaise au travail, mais d'un véritable problème dans la relation de travail? Alors, je sais pas si moi je fais vraiment la distinction entre un malaise et un problème dans la relation. Alors, j'entends la relation, c'est dans la durée. Un malaise, c'est quelque chose d'épisodique. Alors, moi, de mon expérience, quand il y a un malaise tôt, c'est souvent problématique et ça révèle des choses qui vont se mettre en place et se révéler assez justes. Euh, Quand c'est un malaise qui intervient après des années de collaboration parce que tout d'un coup, il y a des rumeurs, il y a parfois, on n'arrive pas forcément à s'entendre avec tout le monde, donc il y a quelqu'un dans l'équipe avec qui on ne s'entend pas. euh, bon, c'est différent, mais en fait, la question à se poser, c'est à quel moment ça intervient et quelle est la durée du signal. Si c'est un malaise pendant 2 jours parce qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas de très bonne humeur ou qu'on va pas très bien, mais enfin, voilà, le malaise c'est temporaire euh, et une relation dégradée, c'est quelque chose qui est plus installé. Oui, ça aura un impact peut-être plus sur long terme et peut-être plus en profondeur chez la personne. Euh, Quand on passe en procédure, qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus difficile à faire reconnaître juridiquement dans ces situations? Euh, dans la procédure judiciaire? Oui, dans des situations d'isolement, d'effacement ou de harcèlement. Bah, la difficulté, c'est que les personnes qui sont dans ces situations-là, généralement, elles sont très affectées. Donc, Mm, au moment où elles sont affectées, elles ne sont pas forcément en situation de se battre et de constituer le meilleur des dossiers. mm, Et il arrive parfois que ces personnes soient sorties d'une manière ou d'une autre de l'entreprise, par exemple par le biais d'une inaptitude,
qui n'est pas toujours d'ailleurs reconnu d'origine professionnelle. Et là déjà, c'est quelque chose sur lequel il faut se battre Mhm. pour avoir la reconnaissance de maladie professionnelle. Et généralement, pour avoir la reconnaissance de maladie professionnelle, il faut avoir consulté un avocat ou un médecin du travail qui est un peu zélé et qui va donner quelques conseils aux salariés pour avoir un dossier qui permette une certaine instruction. Une fois que le salarié il est sorti des effectifs, il n'a plus grand-chose malheureusement pour prouver l'origine professionnelle, mais encore plus pour prouver que l'employeur est responsable de son malaise, des difficultés qu'il a rencontrées et qui l'ont conduit dehors. Ouais. Et d'après vous, comment est-ce qu'on peut prouver dans ce cas-là, avant d'en arriver justement à être sorti des effectifs? Comment on peut prouver quelque chose aussi diffus, progressif et presque invisible? Alors, il y a quelque chose quand même qui sauve parfois les dossiers, c'est les témoignages de collègues. Quand il y a des collègues courageux, et faut saluer ces personnes, elles existent. Il y a souvent des salariés qui me disent, mais je ne vais pas interroger mes anciens collègues, ils me feront jamais de témoignages. Bon, il y a des solutions qui existent. On peut aussi anonymiser des témoignages de salariés qui sont encore dans l'entreprise. Et ça, c'est une solution qu'on n'utilise pas très souvent, nous les avocats, mais qui est à notre disposition et qui a été reconnue récemment par la Cour de cassation. Donc en pratique, on demande à un commissaire de justice d'officialiser la relation de travail de la personne qui témoigne, mais évidemment, on supprime toute référence à son nom, son prénom, etc. Donc ça, c'est une première solution qui peut sauver des dossiers. Et puis après, pour les salariés qui finalement sont encore dans les effectifs, bah, il faut mettre des mails de côté. Il faut éventuellement, si on a un manager qui nous parle mal tous les jours, euh, tant qu'on le supporte, il faut l'enregistrer. Tant qu'on le supporte, on l'enregistre. Et puis, quand on le supporte plus, eh ben, on révèle ces enregistrements, soit au DRH, soit à un avocat, soit au médecin du travail. Mais il y a des choses qu'on peut faire quand on est, enfin, il y a des choses à faire quand on est en poste. Et puis, pareil, il y a des gens aussi qui ont des malaises, qui, et à ce moment-là, il faut immédiatement avertir les urgences. Par exemple, si on est en télétravail, on fait un malaise chez soi à la suite d'une réunion, bah, on n'attend pas le lendemain de trouver un médecin disponible, etc. Parce que c'est de plus en plus difficile aussi de trouver un médecin. Donc à ce moment-là, il faut faire venir les urgences pour qu'ils constatent le malaise et que ce soit qualifié d'accident du travail. Et c'est là exactement la même chose quand on est au travail. Si on fait un malaise, il faut demander à ce que ce soit noté et éventuellement faire venir les pompiers ou se rendre immédiatement chez le médecin si un médecin peut nous recevoir. Vous avez parlé juste avant des enregistrements et on nous pose souvent la question, peut-on enregistrer à l'insu de la personne? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, un avocat va pas recommander d'enregistrer à l'insu parce que c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, mais c'est quelque chose qui est néanmoins admis à titre de preuve, y compris devant le Conseil de prud'homme. Ce n'était pas le cas avant. Et il y a là aussi une évolution jurisprudentielle pour permettre aux salariés comme aux employeurs d'ailleurs d'avoir cette preuve quand ils en ont pas d'autres. Donc, à défaut de mieux, si on n'a qu'un enregistrement et que tout est oral dans l'entreprise, il y a des milieux professionnels où tout passe par l'oralité. Je pense notamment aux gens qui travaillent en extérieur. Ils n'ont pas un ordinateur, ils ne s'envoient pas des messages toute la journée. De la même façon, les salariés qui ont des boss un peu toxiques, les boss toxiques, ils vont tout passer à l'oral et dans leurs messages, ils vont faire très attention et ils seront pas pris, ils seront pas pris à l'écrit. Oui, tout à fait. Est-ce que dans vos dossiers, vous voyez des erreurs fréquentes dans la manière dont ces situations sont présentées ou défendues ou dans des dossiers de confrères? Quelles sont les erreurs fréquentes pour présenter ces dossiers? Alors, je ne sais pas s'il y a des erreurs fréquentes qui sont commises par mes confrères. On va dire que chacun a sa méthodologie, euh, mais de manière générale, c'est un contentieux qui reste assez difficile devant le Conseil de prud'homme parce que tout le monde invoque aujourd'hui, notamment le harcèlement.
Et tout n'est pas harcèlement. Moi, je défends aussi des gens qui sont parfois accusés de harcèlement au travail. C'est pas non plus facile à vivre. Et parfois, c'est eux-mêmes peuvent être harcelés. Parfois, c'est le harceleur qui accuse quelqu'un d'autre de harcèlement pour s'en débarrasser. Donc, euh, le harcèlement, euh, le harcèlement, il est varié et c'est ça le plus difficile. Et euh, il y a voilà, peut-être qu'on le caricature trop dans les dossiers devant le Conseil de prud'homme. Et voilà, je pense que c'est ça. Il est peut-être trop utilisé et finalement, pour les vrais dossiers, ça nuit aux vrais dossiers qui, eux, devraient être plus entendus. Oui. Donc, on va revenir un petit peu sur votre roman, La véritable histoire de Josiane Pichet, dans Qui lequel n'en est pas une. qui n'en est pas une, qui évoque un effacement progressif. Euh, Au moins dans ce roman, comment le processus se met en place? Bah, le processus se met en place euh, au moment où Josiane, elle a un nouveau collègue qui l'insupporte parce qu'il est très différent d'elle. Il fait du bruit, il est plus jeune, il est visible, il se rend visible à la cafétéria, etc. Et Josiane Pichet, c'est plutôt l'exact opposé, la salariée consciencieuse qui a de l'ancienneté et finalement dont les mérites sont pas toujours reconnus. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a. Et donc, à partir de là, son mal-être va se révéler. On va pas spoiler le roman, bien sûr. Euh, Pourquoi certaines personnes restent dans ces situations sans réagir immédiatement? Bah, déjà, je pense qu'il y a le confort. C'est toujours difficile de quitter une situation qu'on connaît, même si elle est difficile, pour l'inconnu. Et quand on va pas très bien, inconnu qui fait encore plus peur qu'une situation difficile connue. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont comme premier réflexe. Et donc ils mettent du temps. C'est pour ça que il faut atteindre une certaine zone rouge pour que les gens finalement agissent. Et malheureusement, quand on est arrivé dans la zone rouge, on n'est plus toujours en situation d'agir rationnellement. Est-ce que vous avez vu des cas dans votre pratique de personnes qui sont arrivées en zone rouge et qui ont réussi à perdurer dans l'entreprise en étant sorties de la zone rouge ultérieurement? Non, très franchement, non. Et pour moi, quand on a atteint la zone rouge, quand on a fait un vrai burn-out, etc., pas comme, enfin, j'ai entendu plein de fois des gens rigoler en racontant qu'ils avaient fait un burn-out, comme si c'était une ligne sur le CV. Je ne crois pas que ces personnes aient fait un burn-out. Et les clients que j'ai accompagnés qui ont fait un burn-out, aujourd'hui, ils exercent même plus le métier qu'ils exerçaient avant parce qu'ils sont plus en capacité de le faire. Donc, c'est même pas l'entreprise où ils étaient, ils ont dû changer soit de statut, donc ils ne peuvent plus avoir un boss au-dessus d'eux, ou ils sont passés d'un domaine à l'autre, mais vraiment. Euh, Sont faire un virage à 180 degrés. Oui. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de formes de violence au travail qui sont plus silencieuses qu'avant et moins visibles? C'est pas évident, non. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus de choses qui sont visibles. Alors, euh, enfin, il y a toujours eu des gens qui parlent dans les couloirs et des gens qui se retrouvent pour bitcher sur les collègues entre midi et deux. Euh, Ça prend des formes différentes aujourd'hui. Par exemple, ça peut être sur Slack. Moi, j'ai eu un dossier où finalement l'employeur s'est rendu compte qu'il y avait des conversations inappropriées sur des collègues et qu'elles passaient toutes par le canal Slack, euh, qui est un espace professionnel. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc, il faut faire très attention quand on écrit sur Slack. Rien n'est privé sur ce réseau, contrairement euh, à ce que le format pourrait laisser présumer. Et donc non, pour moi, les êtres humains changent pas fondamentalement, et c'est juste, encore une fois, les supports qui évoluent. Hmm.
Et si on essayait d'apporter un regard un peu humain par rapport à la façon dont vous vivez votre métier, qu'est-ce qui vous marque le plus humainement dans les situations que vous accompagnez? Ce qui me marque le plus, c'est pas une question facile. Ce qui me marque le plus, bah, ce qui me marque le plus, c'est peut-être, euh, après, je sais pas, j'ai envie de dire qu'il y a des dossiers, enfin, chaque dossier est vraiment très différent et en même temps, il y a des choses qui sont un peu systématiques dans les dossiers où ça va vraiment pas bien. Et, euh, ouais, non, j'ai pas de réponse idéale parce que ce qui me marque le plus, chaque dossier me marque en plus d'une manière différente. Alors le plus, euh, Et est-ce que ce sont les dossiers qui sont plutôt du côté des encadrants, dirigeants, ou est-ce que ce sont les dossiers qui sont plutôt du côté des salariés qui seraient le plus marquant pour vous, d'après vous? Comment vous les vivez? non, enfin moi je fais pas du tout la distinction entre l'accompagnement d'un cadre dirigeant qui d'ailleurs peuvent aussi parfois être malmenés, qui peuvent se poser des questions, être au placard très longtemps et avoir du mal à franchir le pas. Ils sont loyaux, pardon. J'ai le cas d'un client auquel je pense là en particulier qui n'a pas de poste depuis 1 an et demi, mais l'entreprise ne veut pas le licencier parce que leur coûterait trop cher en indemnité. Euh, et donc, il est dans cet entre-deux avec des missions de bout de ficelle et des échanges tous les 3 à 6 mois. Et le salarié il n'arrive pas à franchir le Rubicon du contentieux et de passer en mode bon bah je vais me défendre parce que c'est pas normal. Et inversement, j'ai vu, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué et un peu choqué, et ces dossiers-là, ils sont pas toujours très intéressants. Je trouve euh, il y a des gens qui sont un petit peu des professionnels finalement enfin, c'est quelque chose qui n'est pas politiquement correct et qui ne prêche pas pour mon métier. Euh, mais moi, je fais pas du contentieux pour du contentieux. Et il y a des gens qui ont des très bons dossiers, mais je trouve que sur le fond, ils n'ont pas beaucoup de justification. Et donc, pour moi, ça, c'est pas des dossiers, c'est les dossiers qui me marquent le moins, on va dire. Parce que moi, je suis d'abord là pour résoudre des difficultés, des situations difficiles. Je pense que c'est à ça que c'est à ça que sert le droit, à réparer des situations. Et donc, il y a des gens qui vont demander à réparer des situations, mais qui n'en sont pas toujours. Voilà. Donc ça, et ça, voilà, il y a pas une typologie de clients de ce type. Voilà. Ouais, c'est tout à fait louable. On parlait tout à l'heure de médiatisation, enfin de sous-médiatisation de ce genre de sujet. Si on devait parler du grand public, qu'est-ce que le grand public comprend mal dans ce qui est souffrance au travail aujourd'hui? Euh, Bah, de toute façon, quand on parle de souffrance, je souffre. Bon, le premier réflexe, je pense que on pense toujours à la souffrance physique. Quand on va à la médecine du travail, on pense d'abord à l'examen qu'on va avoir peut-être de ses yeux, de son ouïe, et on pense pas à la souffrance psychique. Et ça évolue, hein. Je sais que les médecins, la médecine du travail, alors il manque de moyens, il manque de temps. Mais aujourd'hui, ils ont fait leur propre révolution et c'est des choses qu'ils ont à cœur au quotidien. Mais voilà, la médecine du travail, c'est encore aussi souvent vu du point de vue ergonomique du poste de travail. Et on n'a pas le temps parce que c'est plus compliqué de se pencher sur l'organisation, les relations au travail, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Oui. Et si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui a le sentiment de s'effacer progressivement dans son travail, qu'est-ce que vous lui diriez?
Alors, la, alors si c'est face au travail, si la sensation d'être effacé, alors il y a des natures, hein, il y a des gens qui resteront toujours effacés et ça leur va très très bien. Ça existe. Mais il y a des gens qui en souffrent. Donc il faut distinguer, il ne faut pas culpabiliser aussi les gens qui sont par nature un peu effacés. Après, il faut pas qu'il soit exclu. Être un peu effacé parce que c'est sa nature, mais être invité à rien, à un moment donné, on peut en souffrir. Et pareil, de la même façon, c'est pas parce qu'une personne répond régulièrement non qu'elle n'est pas disponible, qu'il faut pas lui proposer de participer à des événements ou de l'exclure du collectif de travail. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les collègues n'ont pas toujours, ils n'ont pas toujours conscience de ça. Et ça, c'est peut-être un manque de culture du collectif de travail. On n'apprend pas vraiment ça. Et, euh, et donc ça peut être, ça peut être difficile. En tout cas, si on souffre de la solitude au travail, il faut en parler. Donc, il faut trouver un interlocuteur avec qui on est un peu plus à l'aise qu'avec les autres, évidemment, et si possible, qui sera d'une bonne écoute. Pas forcément au sein de son équipe. Ça peut être dans une autre, ça peut être dans une autre équipe d'ailleurs. Ça peut être le médecin du travail. C'est l'interlocuteur que je privilégierais parce que évidemment, il y a le secret professionnel. Et puis, c'est quelqu'un qui peut connaître un petit peu l'entreprise, la typologie, l'environnement. Donc, cette personne est tout disposée. Et si on a besoin de rencontrer le médecin du travail, et d'ailleurs, ce sera aussi une façon de montrer à son employeur qu'on va pas très bien, on peut à tout moment demander à son employeur d'avoir un rendez-vous avec le médecin du travail. Donc, quand on se sent pas bien, psychologiquement, eh ben on peut demander au médecin, enfin, on peut demander à son DRH ou à son RH un rendez-vous avec la médecine du travail pour faire le point. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Pour terminer, Yann Maël, où est-ce qu'on peut vous retrouver et découvrir votre travail? Quelle est votre actualité? Qu'est-ce que, au-delà du livre, mais vous pouvez nous redonner des Bien éléments. sûr. Bah, alors, moi, je vais reparler du livre quand même, La véritable histoire de Josiane Pichet, qui est disponible sur les plateformes de vente en ligne, mais évidemment aussi dans les librairies physiques. Donc ça, c'est bien aussi pour le contact humain, et j'encourage plutôt les gens à l'acheter en magasin. Et puis, moi, je suis très présent, parce que j'aime quand même les réseaux sociaux. C'est pas antinomique. Le physique et le numérique. Et donc, je suis très, très présent, notamment sur LinkedIn. J'ai 38 000 abonnés sur TikTok où je fais des petits formats vidéo, également sur Instagram, Facebook. Enfin voilà, j'essaye d'avoir une présence en ligne où je ne parle pas que du droit du travail, mais je parle aussi de sujets autour du numérique ou de sujets d'actualité, de sujets politiques, enfin des sujets qui me sont à cœur et que j'ai envie de défendre. Très bien. On mettra tous les liens dans la description de l'épisode si vous êtes d'accord. Et ben, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré pour partager votre vision du travail, de votre métier d'avocat. C'est très éclairant et j'espère vous avoir une prochaine fois à nouveau sur Parenthèse au barreau. Bah, plaisir partagé pour une prochaine fois. C'est toujours agréable de parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Et puis en plus, la parole est plus fluide au fur et à mesure de l'échange. Claire. Merci beaucoup Yann Maël. Merci à vous. Dans les situations que nous avons évoquées aujourd'hui, ce qui est particulièrement marquant, c'est qu'il ne s'agit pas toujours de violences visibles ou de conflits ouverts. Il peut s'agir au contraire d'un processus beaucoup plus discret. Une mise à l'écart progressive, une perte de rôle, une forme d'effacement. En psychologie du travail, ces situations peuvent être rapprochées de ce que l'on appelle parfois des atteintes à l'identité professionnelle. Le travail ne représente pas seulement une activité, il structure une place, une reconnaissance, une utilité. Lorsque cette place disparaît progressivement, sans explication claire, cela peut entraîner un sentiment profond de dévalorisation, voire une perte de repère. C'est précisément ce caractère silencieux et diffus qui rend ces situations difficiles à identifier, mais aussi à faire reconnaître.
Comprendre ces mécanismes, c'est déjà une première étape pour remettre du sens sur ce qui est vécu et sortir de cette forme d'invisibilité. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode des ressources, un guide, ainsi que des formations autour de l'expertise psychologique appliquée au droit, pour mieux comprendre, objectiver et faire reconnaître ces situations. Parce qu'au fond, dans certaines situations, ce n'est pas seulement la place dans l'entreprise qui disparaît, c'est aussi le sentiment d'exister. Si cet épisode vous a intéressé, pensez à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître et de continuer à donner la parole à celles et ceux qui éclairent les coulisses humaines de la justice. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle parenthèse au barreau.